the microphone. Le microphone de Monsieur le Président n'était pas allumé. Madame Naouri, faites attention, votre microphone était allumé. Oui, maître. Alors, Monsieur Mangou, vous voyez la caisse du haut, il y a deux caisses, vous voyez la caisse du haut. Est-ce que vous pouvez lire la date qui est sur la caisse du haut? Il y a plusieurs écritures. Je vois 13-84. C'est de ces dates que vous voulez parler? Non. Pouvez-vous nous dire ce que vous voyez d'autre? Alors, je vois E sur 4, 73, 490, je crois. D'accord. Et juste au-dessus? Juste au-dessus, je vois 6, 1997. Alors, je vais peut-être vous poser la question comme ça sera peut-être plus simple. Est-ce que 1997 qui est là, est-ce que c'est une date? Vous qui avez l'habitude des caisses de munitions. Non, ce n'est pas une date. C'est pas une date. Ce serait quoi? Alors, je vois vraiment pas ce que c'est parce que là, on voit 40, 40 et puis 3 en chiffre romain. À côté, on a un 0. Le 6 en chiffre romain. C'est pas une date. Bon. Le timestamp, peut-être, pour l'image? Oui, très juste. Merci. Alors, donc nous sommes à 1 minute 23:07. Bon. Bon, merci monsieur. Alors, on va passer à autre chose. Alors, vous nous avez parlé de l'incident d'Anan-Kouakouté. Et vous nous avez dit notamment, c'est dans les transcrits français du 25 septembre 2017, transcrits français édités du 25 septembre 2017, page 36, lignes 26 à 28, et page 37, lignes 1 à 2. Et je vous cite. Madame Gbagbo, Madame Simone Gbagbo, ah pardon, c'est une question, c'est pas vous, c'est la question qui est posée par le représentant de l'accusation. Madame Gbagbo, Madame Simone Gbagbo, lors de la crise post-électorale, étiez-vous en contact avec cette dernière, donc la crise post-électorale? À cette question, vous répondez, et je vous cite, une seule fois, lorsqu'il y a eu les événements d'Anan-Kouakouté, elle m'a convoqué. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé sur place le général Kassaraté et quelques chefs du village d'Anan-Kouakouté. Fin de citation. Alors, très rapidement, parce que nous savons déjà un certain nombre de choses ici, de quel incident parlez-vous?
Ou, je peux poser la question autrement, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là à Anankwa-Kouté? Alors, à Anankwa-Kouté, je crois que ça doit être dans le mois de février ou début mars. Je n'ai pas la date exacte. Le village d'Anankwa-Kouté a été attaqué par les commandos invisibles. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Des villageois même ont dû fuir le village. Donc, c'est suite à cette attaque-là que Mme Simone Gbagbo m'a convoqué. Alors, qui était le député de la zone à l'époque? De la zone où se trouve Anankwa-Kouté? Je crois que ça fait partie d'Abobo. Donc, Mme Simone Gbagbo était députée d'Abobo. Donc, quand elle vous convoque, est-ce qu'elle vous convoque en qualité de député d'Abobo? Je ne saurais vous le dire, mais je pense qu'elle n'aurait pas dû me convoquer. Très bien. Alors, qu'attendait-elle de vous? Est-ce qu'elle vous l'a dit? Elle demandait que nous fassions partie des secours, ce qui était déjà prévu par l'état-major. Donc, quand je lui ai dit que c'était déjà prévu, j'ai dû quitter la salle pour rejoindre l'état-major. Alors, vous nous avez dit, vous nous avez expliqué, au cours de votre témoignage, que vous n'aviez pu défendre Anankwa-Kouté parce que vous étiez à court de munitions, vous vous souvenez? C'est bien ça, maître. Est-ce que ça veut dire que la situation de dénuement, de pénurie de l'armée ivoirienne était tellement grave qu'elle était incapable de protéger les populations contre des attaques? Effectivement, après la deuxième offensive, nous n'avions plus de munitions. Et j'ai ici appelé l'attention des uns et des autres sur le fait que le président avait passé les commandes depuis un peu plus de 8 mois, que nous, 8 mois, on attendait ces munitions. Le président lui-même m'a instruit pour que je prenne contact avec M. Gossio, le directeur général du port, afin de déplacer un élévateur d'Abidjan jusqu'à l'aéroport de Yamoussoukro. Cet élévateur a attendu sur place pendant près de 4 mois sans que les munitions ne viennent, parce que dans l'esprit du président, les munitions devaient arriver de nuit par avion, donc il fallait rapidement les décharger pour que cela ne soit pas su des forces impartiales. 4 mois après, pas de munitions. Après, on me dit, bon, les munitions arrivent, mais ça passera par San Pedro. J'ai dû dépêcher le com-théâtre pour aller retrouver le commandant du groupement qui était là, afin qu'il puisse récupérer les munitions au cas où ces munitions viendraient. Donc nous avons attendu, on n'a pas eu de munitions. Et j'ai eu ici à le souligner parce que ce qui est encourageant, dans le cas du village d'Anankwa-Kouté, à qui je présente actuellement à la population toutes nos excuses et à qui je demande pardon, ce qui est réconfortant, donc dis-je, c'est que le chef de village d'Anankwa-Kouté lui-même, qui est commissaire de son État, était au centre opérationnel. Donc il savait ce qui se passait. Il savait ce qui se passait. Et il n'y avait pas que seulement le cas d'Anankwa-Kouté. Il y a même une délégation qui est venue de l'ouest, de la Côte d'Ivoire, avec Mme Angèle Nyonswa, qui a été ministre d'État chargée de l'environnement du gouvernement du président Laurent Gbagbo, pour poser le problème de munitions, parce que à l'ouest, nos éléments n'avaient pas de munitions. Ils étaient obligés de replier chaque fois. Et cerise sur le gâteau, les chefs Hatchan. Les chefs Hatchan, ce sont les chefs ébriers d'Abidjan qui sont venus me voir à l'état-major
Je lui ai dit, mais on n'a pas de munitions, mais on ne peut pas le dire aux gens. On ne peut pas le dire. Donc nous sommes dans l'attente des munitions. Et ces munitions ne sont jamais arrivées. Alors quand je vois le lot de munitions à la présidence de la République, je me pose des questions. C'est qu'en fin de compte, ces munitions étaient arrivées, mais ils ont gardé ça par devers eux à la présidence de la République, sans en mettre une seule caisse à l'état-major. Parce que je me rappelle bien quand on était à court de munitions sur la ligne de front, j'ai rendu compte au président Laurent Gbagbo qu'on n'avait pas de munitions. Et il me demande à moi, qui suis chef d'état-major des armées, d'aller voir Dogbo pour avoir des munitions. Vous y comprenez quelque chose? Mais comme j'étais dans le besoin, je suis quand même allé voir Dogbo. Dogbo m'a donné 15 caisses de munitions, 15 caisses de munitions pour toute la ligne de front et pour Abidjan. Plus 109 armes. Et ces 109 armes, ce sont des MAS 36 que l'armée française utilisait. Donc des armes de 1936 qui n'avaient même plus leurs munitions. Et ces armes, on s'en sert dans les unités pour faire des exercices d'OS. À la gendarmerie, ils s'en servent pour faire l'ordre serré. La garde républicaine en avait parce que dans le temps, c'était la garde et milice du parti. Donc, ils avaient ces armes. Il a donné ces armes sans munitions. Donc, franchement, c'était la bêtise. Et je signale ici aussi que le 30 mars, aux environs de 13 heures, Deto et moi, nous nous sommes déplacés de l'état-major pour aller voir Dogbo pour savoir si les munitions sont arrivées. Il m'a dit non, que les munitions n'étaient pas arrivées. Alors, quand je découvre ce lot de munitions à la présidence, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Donc, effectivement, on n'avait pas de munitions. Alors, pour que nous comprenions bien ce que vous dites, page 76, ligne 20, 76 des transcrits d'aujourd'hui, ligne 20, vous dites, et je vous cite, « Effectivement, après la deuxième offensive, nous n'avions plus de munitions. » Fin de citation. Vous parlez de la deuxième offensive sur Abobo le 23 février, c'est ça, monsieur? 23 février 2011. Le 25 février, la deuxième offensive. Pardon. Alors donc, le 25 février 2011. C'est bien ça. D'accord, c'est bien noté. Alors, on va passer à un autre sujet. Vous nous avez parlé des accords de Ouagadougou. Est-ce que vous savez quand Guillaume Soro, qui était le chef militaire de la rébellion, a été nommé Premier ministre du président Gbagbo? Je n'ai pas la date de la nomination du Premier ministre Soro. Ça doit être certainement dans le cadre de la signature de l'accord qu'il a été nommé. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a fait l'honneur de m'inviter à Bouaké, en compagnie de Bakayoko. Il nous a dit qu'il lui avait été proposé d'être Premier ministre. Et puisque c'est avec nous qu'il va travailler, donc il souhaitait avoir notre avis. Bon, on n'y a pas vu d'inconvénient, hein, Bakayoko et moi. Nous lui avons dit que nous n'y voyons aucun inconvénient à travailler avec lui. Donc je crois que ça doit être dans le cadre des accords, puisque l'accord a été signé le 4 mars 2005. Non, 2007. 4 mars 2007. Quand vous dites « nous n'avons vu aucun inconvénient », vous parlez de qui? Vous et qui? De Bakayoko et moi. Et rappelez-nous qui était Bakayoko? Bakayoko, c'était le chef d'état-major des forces armées des forces nouvelles. Donc le subordonné de Soro, c'est ça? Non. Vous avez dit le chef militaire, Soro c'est un civil, il n'était pas le chef militaire. Le Premier ministre Soro c'est un civil, il n'est pas militaire. Vous avez tout à l'heure dit le chef militaire, il n'est pas militaire. D'accord.
Soro n'était pas le chef de Bakayoko. Oublions le mot militaire, il n'était pas son chef. Je crois que dans l'organisation des forces armées et des forces nouvelles, on a deux branches. Il y a la branche politique, il y a la branche armée. Et je crois que celui qui est le chef de la branche armée, c'est Bakayoko, le chef d'état-major. Très bien. Et le chef de la branche politique? Je ne saurais vous le dire parce que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, moi, mon interlocuteur, celui avec qui j'ai travaillé, celui avec qui on a eu les discussions dans le cadre quadripartite, c'est bien Bakayoko. Et si je vous dis le secrétaire général Soro? Oui. Oui, j'en ai entendu parler, le secrétaire général des forces armées et des forces nouvelles. Oui. Donc c'est bien Guillaume Soro, le secrétaire général, dont on parle ici, c'est ça? C'est bien ça. D'accord. À son propos, est-ce que vous aviez des rapports réguliers avec lui entre 2002 et 2010? Des rapports réguliers, non. C'est seulement à partir de 2010. 2010, après les élections, et surtout après la proclamation des résultats, que nous avons discuté. Et j'avais précisé ici que les contacts qui étaient pris, c'était pour voir dans quelle mesure on pouvait renouer le dialogue entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane pour appeler à l'apaisement. Voilà. C'est dans ce cadre que nous avons eu des discussions. La dernière fois où il m'appelait, c'était le 16 décembre, pour la marche qui devait avoir lieu. Nous en avons discuté. Allez-y, allez-y, monsieur. Oui, donc dans ce cas, nous avons discuté au téléphone et il m'a dit de laisser passer ces hommes. Je lui ai dit que nous avons reçu des instructions. Il faut noter que les officiels ne sont pas sortis, c'est seulement les éléments en armes qui sont sortis et il y a eu des échanges de tirs qui ont dégénéré en combat. Quand vous dites qu'ils sont sortis, vous voulez dire du Golfe, c'est ça? Oui, je parle des éléments militaires, oui. D'accord. Mais Guillaume Soro, à partir de 2007, était Premier ministre, n'est-ce pas, du président Gbagbo? Oui, effectivement, à partir de 2007, il était le Premier ministre du président Laurent Gbagbo. Donc vous aviez, enfin, je vais vous le poser la question comme ça, mais aviez-vous des rapports de chef d'état-major à Premier ministre entre vous pendant toute cette période? Aucun rapport. Aucun rapport. Et je ne lui ai jamais fait de point de situation, il ne m'a jamais appelé pour un quelconque problème, aucun rapport. Sauf que le président Laurent Gbagbo nous a convoqués en compagnie de Guillaume Soro quand il s'est agi de prendre la décision de décréter le couvre-feu du 28 novembre. Sinon, en dehors, je n'ai pas eu de contact avec lui concernant la situation sécuritaire. Et le gouvernement issu des accords de Ouagadougou était bien un gouvernement d'union nationale, n'est-ce pas? Je voudrais vraiment vous dire que je ne saurais répondre à ces questions. Moi, j'étais militaire, chef d'état-major, à l'état-major. Je ne parle pas trop avec les membres du gouvernement, ni de savoir si c'était un gouvernement d'union ou pas. Ça ne m'intéresse pas. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué que les accords de Ouagadougou ont donné naissance au CCI, n'est-ce pas? C'est bien ça, maître. Vous nous avez expliqué que les réunions quadripartites avaient lieu sur une base régulière, c'est ça?
C'est bien ça. Ce que je voudrais savoir, c'est quel type de décision était prise dans le cadre du CCI au cours de ces rencontres. Alors, si je me réfère aux missions du CCI, donc la décision, c'est la gestion des affaires militaires en mixité avec les forces armées des forces nouvelles. On en discutait. C'était la mise en œuvre du PNDDR, le plan national de désarmement, démobilisation et de réinsertion. On en discutait. C'était aussi la sécurisation des audiences foraines. On en a discuté. C'était également la sécurisation du processus électoral. On en a discuté. Et puis, en fin de compte, la protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Voici ces genres de questions dont nous avons parlé dans le cadre du CCI. Donc logiquement, puisque la question de la sécurisation des élections était discutée dans le cadre du CCI, toutes les décisions opérationnelles liées au déploiement sécuritaire pour protéger cette sécurisation étaient prises dans le cadre du CCI aussi, c'est bien ça? C'est bien ça, maître. Connaissez-vous l'ADDR? Oui, je connais la DDR. C'est une pas une association, c'est un mécanisme mis en place par l'État ivoirien pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants. À partir de quand? Alors la DDR, ça a été, je crois, après les élections. Ça a été mis en place dès le... disons... à 2012-2013, si je ne me trompe pas. Non. Il faut compter... Bon, disons qu'après que le président Lassane soit aux affaires. Alors je vais vous poser peut-être la question un peu différemment. Est-ce que la DDR n'a pas été mise en place au moment justement des discussions qui ont abouti à Ouagadougou, au moment des discussions avec les rebelles? Non. Non, ce n'est pas la DDR qui était en place. Il y avait une autre structure, je crois le PNRC. Le PNRC qui était chargé du désarmement. La DDR, c'est tout récent, hein, la DDR. D'accord. Alors je vais vous montrer un document. Alors, je vais vous montrer un document dont les références sont les suivantes. CIVOTP 0048 0038. Alors, nous avons une copie papier pour le témoin. C'est un document public. Alors, je vous présente mes excuses. Et à vous aussi, Monsieur le Président, nous n'avons pas de copie papier.
Si vous nous rappelez l'onglet, nous avons plusieurs copies. Ouais, ça va s'afficher. Ça va s'afficher, vous allez l'avoir sur votre écran. Je l'ai, hein, maître. Je l'ai. Bon, c'est parfait. Alors, vous voyez le document. Est-ce que vous reconnaissez ce document? Oui, je reconnais le document. Il est bien de moi. D'accord. Alors, pour faire simple, il s'agit d'un courrier en date du 20 février 2005, adressé par le chef d'état-major des armées, donc vous, au ministre de la Défense, et qui a pour objet, je cite, « Demande d'augmentation de la caisse d'avance du centre de commandement interarmée tactique », en abrégé CCIAT. CCIAT. Alors, ce document vous a été montré par le procureur lors de vos rencontres avec lui en septembre 2013. Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Un rectificatif à la date, vous avez parlé du 20, il est bien du 10 février 2005. Alors, c'est bien noté, nous vous remercions. Alors, il est indiqué dans ce document, ou plutôt sur ce document, que vous faites une demande d'augmentation que vous demandez une augmentation de la caisse d'avance du centre de commandement interarmée tactique, notamment pour, et je cite, c'est la page 0039. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors 0039, si on peut y aller. Vous voyez la page 0039, monsieur. Donc, notamment pour, je cite, intervention au profit de blessés du GPP, FLGO, Lima, etc. Est-ce que vous voyez où nous sommes? Je vois bien. Et fin de citation après Lima, etc. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'explication que vous avez donnée au procureur lors de votre entretien de septembre 2013 concernant la raison de cette intervention qui est là, au profit des blessés de ces groupes, GPP, FLGO, Lima, etc. Alors, j'avais expliqué que nous travaillions sous la médiation sud-africaine. Et dans le cadre donc de cette médiation, l'accord 3.2.1 demandait donc aux parties en présence de procéder au regroupement de toutes les forces combattantes. Et cela conformément donc au plan conjoint du désarmement qui a été élaboré le 9 janvier 2005 et actualisé le 6 mars 2006 à Yamoussoukro. Donc, c'est dans cette optique que nous avons fait la demande, parce que quand nous regroupons tout ce monde, il y en a qui sont blessés, il y en a qu'il faut nourrir. C'était pour la prise en compte avant que ceux qui étaient chargés du profilage ne viennent prendre en compte les éléments. Donc, c'est dans cette optique que nous avons adressé au ministre de la Défense cette lettre. Vous voyez qu'elle n'est pas revêtue du sceau de la confidentialité. Donc, c'est permis à tout le monde d'en prendre connaissance. Nous avons donc adressé cette lettre au ministre de la Défense. Alors, je vais citer votre déclaration de l'époque. C'est 6 VOTP 0051 0618, page 06, je pense 59, et si je me trompe, vous me pardonnez.
à partir de la ligne 1495. 1495. Alors, je vais citer. Personne entendu, c'est-à-dire vous-même, monsieur. Et dans ce que nous leur avons dit pour aller au désarmement, c'est que nous nous occupions d'eux, pas pour aller combattre, mais pour demander à les cantonner. Demander à les cantonner. Et quand il y avait un blessé, je survenais aux blessés aux besoins des blessés. C'était pas pour les emmener faire la guerre. Hein. Nous avons réussi à les cantonner. Alors l'intervieweur. D'accord, mais. Personne entendu? Oui. Intervieweur. Pourquoi l'avez-vous fait cela si? Personne entendu. Ah oui, mais ils étaient nombreux. Ils avaient des armes, ils circulaient partout, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Intervieweur 1. Oui, mais pourquoi est-ce que vous avez fait une recommandation qu'on intervienne au profit de blessés de ces groupes, le GPP, le FLGO et l'IMA, si ce n'étaient pas des groupes qui... Personne entendu. Non, ce n'étaient pas des groupes. C'était pas des groupes qui combattaient avec nous. C'était des groupes qui étaient dans l'Ouest. Et, comme je l'avais dit, tous ces groupes-là, je les avais regroupés. Je les avais regroupés et on les nourrissait parce que c'était de nécessité, qui se répandaient sur les routes, qui étaient transformés en coupeurs de route, qui avaient des hommes qui faisaient du n'importe quoi. Donc, on leur donnait à manger. C'est tout. Ce n'est pas pour combattre. Intervieweur 1, d'accord. Personne entendu. Vous me représentez. Intervieweur 1. Donc, vous les avez nourris. Personne entendu, oui. Intervieweur 1, oui. Personne entendu, pour les désarmer. Intervieweur 1, vous leur avez donné de l'appui et, personne entendu, oui, pour les désarmer. Intervieweur 1, du soutien. Personne entendu, oui, mais pas des armes. Alors, fin de citation. Vous vous souvenez avoir dit ça au représentant du bureau du procureur? Bien sûr, ça rentre bien dans le cadre de ce que je viens de dire tout à l'heure. D'accord, donc vous confirmez ces propos. Je le confirme. Donc si je comprends bien, les interventions auprès des groupes mentionnés dans ce document, c'était dans le but de les désarmer pour les empêcher de devenir ce que vous appelez des coupeurs de route, c'est ça? C'est bien ça. Et ce désarmement avait lieu dans le cadre des accords d'Accra 3 de juillet 2004, c'est ça? Alors je reprends, ce n'est pas dans le groupe de les désarmer pour qu'ils ne deviennent pas coupeurs de route, mais pour débarrasser la Côte d'Ivoire d'armes. Je rappelle que ce désarmement a eu lieu dans le cadre de l'accord que nous avons eu avec, sous l'égide de la médiation sud-africaine. Alors, je précise qu'effectivement, il y a eu une remise d'armes à Guiglo, en présence du président Laurent Gbagbo. Il s'est déplacé, il est même venu à Guiglo et nous avons procédé à la remise d'armes aux éléments de force impartiale à l'issue de cette opération. D'accord. Alors, vous nous avez dit, et on passe à un point un peu différent, que vous avez travaillé avec le général Bakayoko, qui était le chef d'état-major, qui était votre contrepart, qui était votre alter ego en quelque sorte, qui était chef d'état-major de l'armée du Nord. Et vous avez dit qu'il dirigeait la seconde armée de Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez de ça? Oui, je l'ai dit.
Alors, cette armée, donc on a compris qu'il y avait un chef d'état-major, l'armée du Nord, hein. Donc on a compris qu'il y avait un chef d'état-major, Bakayoko, avec qui vous travaillez. Et vous avez travaillé avec lui de manière harmonieuse toutes ces années? Bakayoko et moi, nous nous retrouvions donc au sein du centre de commandement intégré, qui était, disons, notre état-major à nous, notre centre opérationnel. C'est là que nous nous retrouvions au cours des réunions. Et il y avait une certaine périodicité. Donc ces réunions avaient lieu 3 fois par mois. 3 fois par mois, donc au sein du CCI. Et on se retrouvait. D'accord. 3 fois par mois à partir de 2007, c'est ça, hein? 3 fois par mois à partir de 2007. Et jusqu'à, si j'ai bien compris, 2010, y compris, enfin presque jusqu'à la fin 2010, est-ce que c'est ça? C'est bien ça. D'accord. Alors vous avez dit, dans les transcrits édités français du 26 septembre 2017, page 36, ligne 7 à 11, donc ce n'est pas une armée rebelle, c'est une armée au même titre que les FDCI. Fin de citation. Alors ma question, c'est une question d'ordre militaire et structurel, si vous voulez. Est-ce que la structure de l'armée du Nord, que vous dites ne pas être une armée rebelle, est-ce que la structure de l'armée du Nord était calquée sur la structure de l'armée ivoirienne? Bien sûr que je l'ai dit. J'ai même précisé que nous n'étions pas dans les discussions des accords de Ouaga en ce qui concerne les questions militaires. Donc, les structures, effectivement, ils avaient calqué les structures sur les structures de l'armée ivoirienne. N'oublions pas que les officiers qui composaient cette armée, c'était des officiers, des anciens FDS, qui sont passés tout simplement de l'autre camp. Donc, ils copiaient textuellement ce que nous avions comme structure au sein de leur armée. D'accord. Où est-ce qu'ils étaient basés? Alors, ils étaient basés à Boaké, plus précisément au 3e bataillon de Boaké. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que les Comzones, dont nous savons ici qu'ils dirigeaient des zones de la partie nord du pays, ce que ces Comzones sont devenus une fois qu'Alassane Ouattara a pris le pouvoir en avril 2011? Oui. Alors, nous avons, dans le cadre donc de la réunification de l'armée, ces éléments ont été affectés dans les unités militaires. On a Ouattao qui est actuellement le commandant de la garde républicaine. On a Chérif Ousmane qui commande le 1er bataillon de commando parachutiste. On a Kone Zakaria qui est le chef de corps du bataillon de commandement et de service. Mouro, je crois qu'il commande le bataillon Est, Mouro. Touré Hervé, qui commande le 3e bataillon d'Akwedo, le 3e bataillon de Boaké, Touré Hervé. Bon, ce sont ces quelques noms que j'ai. Hein. Hervé Touré d'Ivecho? D'Ivecho, c'est bien ça. Vous me pardonnez si vous l'avez déjà dit, mais je crois que vous n'avez pas cité Morou Ouattara. Ah si, maître, je l'ai cité, j'ai dit qu'il commandait le bataillon Est. D'accord.
Et Ousmane Koulibaly, dit Ben Laden. Ousmane Koulibaly Ben Laden est actuellement le préfet de région du sud-ouest de Daloa, de San Pedro. Kone Gaoussou, dit Yagao. Yagao, je n'ai pas son affectation. Je savais qu'il était à Bobo avec les Îlois, mais je n'ai pas son affectation. Abdourahmane Traoré. Je ne vois pas qui c'est. Dit Draman Touba. Je ne vois pas qui c'est. Martin Kouakou Fofier. Fofier, si je ne me trompe pas, Fofier, je crois qu'il doit être à Daloa. Fofier doit être affecté à Daloa, je crois. Merci. En un mot, est-ce que vous pouvez nous dire comment était organisé votre état-major? Qui étaient, par exemple, vos subordonnés proches? Et leur rôle, bien sûr. Oui, maître. Donc, j'avais précisé ici que je n'avais pas d'adjoint. J'ai travaillé avec 3 sous-chefs. Le sous-chef d'élogue, le colonel Seri. Le sous-chef DO, division emploi-opération, paix à son âme, le colonel Babri. Le sous-chef DRH, division ressources humaines, l'amiral Ala. Qui eux également avaient des bureaux sous leur responsabilité. Donc moi j'étais à l'état-major, j'avais mon chef de cabinet, ensuite le CPCO avec le colonel Sako. Il y avait aussi au niveau de l'état-major un bureau du service garnison, un bureau presse armée et un service de renseignement. Donc voici les collaborateurs avec qui j'ai travaillé au niveau de l'état-major. Merci. Alors, vous nous avez dit avoir fait 1 an de prison en 2000. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle occasion vous avez fait de la prison? Oui, effectivement, j'ai fait 1 an de prison. En 2005, à l'approche des élections, il y avait des officiers qui avaient envisagé de faire un coup d'État. Vous me pardonnez, monsieur, hein, je vous interromps, mais pour la bonne compréhension de votre récit. Je vois là sur les transcrits qu'il y a marqué en 2005 à l'approche des élections. Je pense qu'il y a une petite erreur. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément l'année? Vous nous avez dit le 25 septembre, lors de votre témoignage, que vous aviez fait de la prison et que vous étiez sorti de prison en 2000, disons 2001. C'est ce que vous disiez. C'est bien ça. Est-ce que ce n'est pas plutôt 2000 ou 2001 que les 2005 que je viens de lire là? Non, je vous fais la genèse de l'histoire pour arriver à la prison. Donc, en 2005, il devait y avoir normalement les élections. Je crois que c'était le président Bédié qui était encore au pouvoir. Des officiers s'étaient donc organisés. Moi, j'étais à l'époque au bataillon blindé, le commandant en second du bataillon blindé, donc sous la responsabilité d'un cousin du général. Président, pourquoi 2005? Vous avez parlé de 2005, enfin c'est ce qui est écrit en tout cas dans le compte-rendu d'audience en anglais. J'ai rien du tout, mais que je propose aux témoins. Est-ce que ce ne serait pas plutôt 1995 dont vous voulez nous parler? 1995. Yeah. Bon. Okay. OK. No big. Merci, Monsieur le Président. Otherwise, Le président, sinon,
D'accord, bien. Now we are on track and okay. Donc, maintenant, ça y est, on a été remis sur les rails. C'est vrai, Monsieur le Président. Donc, c'était en 1995. En 1995, il y avait une tentative de coup d'État. Moi, j'étais commandant second au niveau du bataillon blindé. Il y avait le cousin du général Gueye qui était le chef de corps. Donc, comme on a su, parce qu'il me donnait souvent certaines instructions qui ne me paraissaient pas très claires, entre autres, vérifier le symbolotage des engins, vérifier la mise à feu des engins, s'assurer qu'on a des munitions. Donc, ça paraissait vraiment pas très clair. Et de fil en aiguille, on s'est aperçu que du côté du premier bataillon d'infanterie, des officiers étaient en train de s'organiser pour éventuellement faire un coup d'État. Quand on a su, j'étais à l'époque avec Doboblé. J'étais aussi avec, à l'époque, ils étaient capitaines, le capitaine Kwame Julien, actuellement général, commandant les forces terrestres. Et remarque qui lui était, en ce moment c'était la FIRPAC, à la force d'intervention rapide paracommando. Nous avons donc pris un certain nombre de dispositions pour empêcher la sortie des unités de l'infanterie. Donc, remarque du côté de la FIRPAC et moi du côté du bébé. Donc, le coup n'a pu avoir lieu, donc ça a été avorté. Et quand ça a été avorté, moi j'ai été affecté à la garde républicaine comme commandant second. Remarque est resté au niveau du bataillon de la FIRPAC. Et en 1999, à l'époque, le président Bédier a fait enfermer donc, les 6 officiers. Le général Gueye a été relevé de sa fonction de chef d'état-major des armées, mais nommé ministre de la Jeunesse et des Sports. Et en 1999, quand le coup a réussi, c'était pratiquement les mêmes qui sont arrivés. Donc vous comprenez, j'ai payé très cher. J'ai payé très cher la défense que j'ai faite, disons. Quand ils sont arrivés, c'était eux qui étaient là. Remarque a pu aller en France en passant par le 43e BIMA. Moi, je n'ai pas pu me déplacer, je suis resté là. Donc, on a été enfermés. Mais pour qu'on nous enferme aussi, ça s'est fait dans des conditions pas très claires. Parce que Ange Kessi, qui était le commissaire qui est encore le commissaire du gouvernement à l'époque, nous a tout simplement convoqués dans la salle de conférence de l'état-major des armées pour nous dire nous étions un certain nombre d'officiers, tous du groupe Akan, pour nous dire que ce que nous avons fait était très grave, qu'il nous a reproché d'avoir attenté à la sécurité de l'État. Et il nous disait comme ça, mais c'est très grave, on vous recommande de prendre chacun un avocat, parce que ça va être des peines lourdes. Et à l'issue de cette séance, il nous dit, bon, allez-y à la maison, prenez vos affaires, et puis regagnez la prison. C'est comme ça, je me suis déplacé, je suis allé chez moi à Yopougon. J'ai informé mon épouse de ce que je devais aller en prison. Après qu'elle m'ait servi à manger, mon chauffeur m'a déposé en prison. J'étais le premier à arriver, les autres ne sont venus que le lendemain. Donc, une fois en prison, j'ai pu vous dire que j'ai porté véritablement la croix. Moi en particulier. Un jour, ils sont venus. Bon, quand on était en prison, on était avec aussi certaines personnalités politiques. Hein. Nous étions donc un certain nombre d'officiers à Caen. Il y avait avec nous M. Mamadou Ben Soumaoro. Il y avait le ministre d'État Émile Bombé. Il y avait le général Mbaya. Il y avait le général Totui, paix à son âme. Et puis, bon, mais voilà, on était en prison. Et un jour, ils sont venus me chercher pour me dire que le président voulait me voir. Et comme il faisait extrêmement chaud dans la prison, j'avais porté une culotte et puis un t-shirt. J'ai dit, OK, comme c'est le président qui veut me voir, je vais me changer. On m'a dit, non, vous ne vous changez pas, vous restez dans cette tenue. J'ai dit, mais comment? Vous dites, le président m'appelle
Et vous voulez que je me présente à lui dans cette tenue? Bon, si c'est ça, je ne bouge pas. Il a fallu mes autres collègues pour me dire non, 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 mais il faut partir, c'est le président, donc j'embarque. Et ce jour-là, c'était Chérif Ousmane qui était venu me chercher. Parce qu'après, je lui ai posé la question, il m'a dit c'était bien lui. Chérif Ousmane est venu me chercher avec un de ses amis. On fait un tour à la présidence. De la présidence, on descend à la gare sud de la Sotra et on se retrouve à la Poudrière, qui à l'époque, il faut le dire, était un véritable camp de concentration. C'était en ce moment un véritable camp de concentration. J'y suis arrivé, je me rappelle bien, un jeudi à 9h. On nous a mis en slip. On nous a mis sous des barbelés. Les barbelés, on vous tire les barbelés dessus. Les soldats viennent, ils vous dansent, ils dansent sur votre dos. Donc vous voyez un peu la douleur. Ils nous ont frappés jusqu'aux environs de 9h jusqu'à 17h30. On a eu notre salut qu'avec l'arrivée de notre groupe. Et ceux qui sont passés à la Poudrière, beaucoup ont perdu la vie. Il y en a qui ont été blessés à vie, qui ont perdu un œil. Il y en a qui ont perdu une jambe. Donc je sors, c'est encore Chéri qui vient me voir. Il a trouvé que j'y saignais beaucoup. Et il m'a remis une pochette pour que je puisse m'éponger. Ensuite, on m'a transporté jusqu'au camp commando d'Abobo. Parce qu'à l'époque, quand vous sortez de ce camp, qui était de la Poudrière, qui était en sorte un camp de concentration, le reste, c'est qu'on allait vous tuer. Donc, on sort d'Abidjan, on emprunte la route d'Abobo. J'étais en prière. Je remettais déjà mon âme entre les mains du Seigneur. Et on m'amène au camp Abobo. Au camp Abobo, on m'enferme dans une petite cellule où il n'y avait que les toilettes. Il n'y avait que les toilettes, avec pour instruction donnée par le président de la République, pas d'eau, pas de nourriture. Et le commandant de ce camp, je donne les noms parce qu'ils sont tous morts maintenant. Hein. Le commandant de ce camp, c'était le lieutenant Bépan. Donc on m'enferme. Dès que je suis arrivé, j'avais tellement soif depuis 9h jusqu'au soir, à 17h, sans nourriture et rien. On nous avait rasé la nourriture de midi. Je pensais pouvoir partager ça avec eux. Donc, on prend la sauce, on vous verse sur la tête. Donc, j'arrive, je relève un peu le couvercle. Je prends de l'eau. Dès que je bois, je tombe dans les pommes. Donc, je suis resté là jeudi, vendredi, samedi. Alors, je vous montre mon doigt, hein, parce que j'en porte encore les séquelles. Ce doigt, il est fracturé, complètement fracturé. Il était fracturé, ils n'ont pas voulu que j'aille me faire soigner. Le corps, il est lacéré, ça, je ne vous le montre pas. Et puis, dimanche matin, comme... c'est terrible, je n'ai pas compris. J'entends venir deux gendarmes. Deux gendarmes, un qui fait la diversion, qui dit, il est où? On va le tuer, on va le tuer, on va le tuer. Et il ouvre le portail et il me dit, remets-moi vite le numéro de cellulaire de ton épouse. C'était un jeune ébrié. Donc je lui ai remis le numéro de cellulaire de mon épouse. Il est allé prévenir la Croix-Rouge. Et c'est la Croix-Rouge qui est venue et qui m'a sorti de là. Moi, j'avoue que ce gendarme, devenu chef d'état-major des armées, j'ai cherché à le rencontrer. Je ne savais pas qui c'était. Donc on me remet en prison. Je suis en prison. Jusqu'à ce qu'il y ait le coup du cheval blanc. Ceux qui avaient fait le coup d'État avec Gueye, qui était avec lui, lorsque le général s'est senti véritablement dans sa peau de président et a voulu se débarrasser de sa tenue, afin donc de fomenter ce coup de cheval blanc pour s'en prendre aux jeunes militaires qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Donc les mêmes qui nous avaient mis en prison, les mêmes, on les retrouve
avec nous. On les retrouve avec nous. Donc, quand ils sont arrivés, nous, on n'a pas voulu que les recevoir. Donc, ils étaient dans le jardin du MES. Et bon, après, on s'est concerté entre nous et puis on les a acceptés. Et les mêmes, il y avait Zaga Zaga. Je retrouve pas Chérif Ousmane, Ouattao. Donc, ensemble, on est encore en prison avec ces jeunes-là. Et avec eux, on organise des séances de prière. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens. On mange ensemble, donc on sympathise avec eux. On reste là. Et un jour, ils font partir des unités chez moi au village. Ils prennent à 4 h du matin mon petit frère, père à son âme qui est décédé également, parce qu'il ne connaissait pas chez moi à Ndokwa. Il est conduit à Ndokwa. Ils escaladent la clôture. Ils réveillent mon épouse qui venait d'accoucher d'un bébé d'1 mois. Ils prennent tout ce qu'ils veulent dans la maison. Ils frappent mon épouse. Ils prennent le bébé. Donc, ils prennent le bébé, pistolet sur la tempe. Ils veulent tuer l'enfant. Alors, ils courent après eux dans les rues d'Andokwa. On lui remet son enfant. Parce que le prétexte, c'est que j'avais fui la prison alors que j'étais encore en prison. Et nous étions en prison, donc tout le temps on priait. Quand Ange Kessi a entrepris de nous juger. Les premiers qui passaient, c'était les sous-officiers. Sans motif, les premiers ont été punis à 5 ans de prison. Donc au fur et à mesure qu'ils passaient, c'était des jours de prison, 10 ans de prison. Il y a un même qui a été condamné à perpétuité. Pour la petite histoire, il ne savait même pas ce que c'est que la perpétuité. Donc il vient, il se plaint, il dit, mais lui n'a pas perdu de percuteur. Comment on reproche qu'il ait perdu de percuteur? Et après les élections, quand le général a voulu contester les résultats des élections, c'était le président Laurent Gbagbo donc, qui était élu. Il y a eu une première tentative où la population est sortie pour chasser le général. Cette tentative a avorté. Et nous, dans nos prières, on demandait toujours au Seigneur de nous permettre de sortir, d'ouvrir les portes de la prison. Mais j'avoue que quand on allait, qu'on tapait les murs, c'était pratiquement impossible. Donc le groupe de prière a commencé à se réduire comme peau de chagrin. Et puis, à la deuxième tentative, les gens ont réussi à chasser le général Guèye. Donc les portes s'étaient ouvertes et il y a une voix de l'extérieur qui a dit « mais sortez ». Et à l'intérieur, le colonel Kwaku Nicolas, paix à son âme également, a dit mais quelqu'un a dit mais sinon on sort, on risque de nous tuer parce que ça tirait de partout. On risque de nous tuer. Et quelqu'un a dit mais s'ils veulent nous tuer, ils viendront nous tuer ici quand même. Donc nous sommes sortis. Et moi, ma maison à Ndokwa venait d'être pillée, comme quoi chaque fois qu'il y a un événement, on pille ma maison. Donc la maison venait d'être pillée, mon épouse était partie de la maison, elle s'est retrouvée chez sa sœur. Et je me suis mêlé, après m'être déguisé, avec un ami qu'on appelle Kwadio, qui est actuellement à la retraite, un gars de ma promotion. Avec lui, nous nous sommes mêlés aux marcheurs. Donc du Kangalini, nous avons marché jusqu'à Bobo. J'ai passé 3 jours avec lui. Et puis quand la situation s'est calmée, je suis revenu à la résidence pour chercher mon épouse chez sa sœur. Et puis ensuite, nous sommes repartis à Bobo. Bon, il faut noter que tous ceux qui ont fait ça, vraiment, il y a beaucoup qui sont morts. J'occupais même une maison que j'ai réhabilitée moi-même au camp d'Akwedo par mes propres frais. Et le colonel Décassan, puisqu'il est mort, nommé comme tel, puisqu'il voulait habiter cette maison, m'a donné la demi-journée pour déménager. La demi-journée pour déménager. Mon épouse était pratiquement à terme. Et c'est même
pratiquement agenouillé pour attraper les genoux, hein, les genoux de Décassan. Mais Décassan lui a tout simplement dit, Madame, la roue tourne. Donc on a déménagé. Il a occupé la maison. Mais ils sont tous morts. Et le cousin du général Gueye, le colonel Kessé, et Décassan, et Bépan, et tous ces soldats qui, à l'époque, étaient de tout puissants roitelets, parce qu'ils vous prenaient tout, véhicules, ils passaient d'un cour en cour, ils prenaient les bijoux des gens, ils sont tous morts aujourd'hui. Et Dieu sachant faire les choses, c'est moi qui ai encore organisé les obsèques du général Gueye, devenu chef d'état-major des armées. La cérémonie funèbre, c'est moi qui ai prononcé le discours. Je l'ai fait sans rancœur. Je ne voulais pas le faire, mais le président m'a dit, tu le fais. Donc je l'ai fait, je me suis exécuté, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. C'est des souvenirs douloureux, mais bon, cela arrive dans la vie des gens. Voilà. Merci. Alors, pour que les choses soient claires, ce récit que vous venez de nous donner, ce récit difficile, c'est donc le général Gueye qui vous a mis en prison et c'est donc l'élection du président Gbagbo qui vous a sauvé. Est-ce que c'est ça? Oui, je le dis, c'est l'élection du président Gbagbo qui nous a sauvés de la prison. Alors, vous avez été nommé ambassadeur, vous nous l'avez dit au tout début de votre témoignage, par le président Ouattara. Quand avez-vous été nommé ambassadeur, si vous vous en souvenez? J'ai été nommé ambassadeur le 12 mai 2012. Et qu'avez-vous fait entre avril 2011, date de votre allégeance à Alassane Ouattara, et votre nomination comme ambassadeur? Ben, je ne travaillais pas, j'étais chez moi. Alors on passe à un autre sujet. Pouvez-vous nous expliquer rapidement, parce que nous avons déjà des éléments là-dessus, quelle était la procédure pour nommer les officiers dans l'armée ivoirienne? Par exemple, s'il y avait des critères d'ancienneté, etc., etc. Donc, pour nommer les officiers, effectivement, il y a un travail à faire, qui est le travail d'avancement. Et ce travail d'avancement tient compte d'un certain nombre de critères. On a donc le critère d'ancienneté, ancienneté dans le grade. Il y a les notes des 3 dernières années. Il y a les punitions qui sont prises en compte. Il y a le diplôme obtenu qui est également pris en compte. Donc voici en gros les critères. Je ne sais pas si j'en oublie. Ça fait longtemps que je suis parti de là, donc voilà. Donc en fonction de tous ces critères, il y a un calcul qui est fait, parce qu'à chaque critère est attribué un certain nombre de points, un calcul qui est fait, et en fonction, on fait les nominations.
lorsque vous étiez chef d'état-major, cette procédure a-t-elle été toujours respectée? Oui, lorsque j'étais chef d'état-major, cette procédure a toujours été respectée. Donc, il y a au niveau des forces, ils font le critère là-bas d'avancement des officiers. Les officiers qui sont retenus pour passer au grade supérieur. Ils envoient le travail fait au niveau de l'état-major. Donc, au niveau de l'état-major, nous en faisons également. Et nous transmettons ça au niveau du ministère. Le ministère fait le travail et le mois venu, on convoque donc le chef d'état-major, le commandant des forces, et ensemble, on revoit le travail avant que les nominations ne se fassent. Ces nominations, il faut noter aussi qu'elles sont transmises à la présidence de la République. Je crois que le président tient compte du travail qui est fait par le ministre jusqu'au grade de colonel, mais pour la nomination dans le grade de général, c'est exclusivement de la compétence du président de la République. Enfin, j'allais dire du ressort du président de la République. Alors, on a un peu abordé cette question. Avant, je vais vous poser une autre question. La dernière promotion avant le début de la crise post-électorale, est-ce que c'était bien en août 2010? Avant la crise, c'est bien en août 2010. Et cette dernière promotion a-t-elle suivi les procédures habituelles? Absolument. Dans l'armée, le grade n'est pas donné. Le grade n'est pas donné et ça a suivi cette procédure habituelle. Alors, question un peu différente. Est-ce que des chefs rebelles, puisque vous nous avez expliqué que d'anciens rebelles avaient été intégrés à l'armée, c'est bien ça? Est-ce que des chefs rebelles ont été intégrés, alors des chefs anciennement rebelles, ont été intégrés comme officiers supérieurs ou officiers généraux? Alors, les concernant, à l'issue donc de l'accord politique de Ouagadougou, le président Laurent Gbagbo lui-même a pris un décret nommant 2 colonels, c'est-à-dire le général Bakayoko et le général Gueux Michel, qui étaient colonels à l'époque. Il les a nommés au grade de général. Donc les 2 sont passés généraux. Et ça, c'était dans le cadre de sa visite d'État à Odiéné. Il nous a été demandé de faire donc au niveau du ministère le travail d'harmonisation des autres, ceux qui étaient déjà commandants. Donc on a fait le travail d'harmonisation. Eux, ils sont restés commandants. Et voilà donc le travail qui a été fait. Donc le président Alassane qui est arrivé et qui a trouvé ses officiers ne pouvait que faire leur mutation, leur avancement. Parce que dans l'armée, quand vous avez un grade, quand vous vous comportez bien, vous travaillez bien, vous êtes discipliné, que vous tenez votre poste, on ne peut que faire votre avancement. Donc ces gens ont été promus. C'est tout à fait normal. Ils étaient commandants, ils ont été promus lieutenant-colonel. Et ils occupent des postes de responsabilité. Mais je crois que tout se passe bien. Alors, vous avez discuté avec le procureur d'un rapport sur la chaîne de commandement que vous avez écrit en 2013. Je redonne le numéro ERN pour le dossier. C'est CIV OTP 0047 01 13. Mais nous n'avons pas besoin de le montrer. À propos de ce rapport, lors de votre interrogatoire, vous avez indiqué, et je vais lire très rapidement, ce sont les transcrits édités français du 25 septembre, page 8, ligne 26, à page 9, ligne 8. Et c'est vous qui parlez. Je cite. Alors, il faut noter que le président Alassane, donc, nouvellement élu, président de la République de Côte d'Ivoire,
avait formé son gouvernement et, lorsque je m'étais rendu au Golfe, le 12 avril 2011, pour faire allégeance, le président, à l'issue donc de la cérémonie d'allégeance, m'a reçu dans son bureau en compagnie de M. Amon Tano, qui était à l'époque son directeur de cabinet, et il m'a dit qu'il allait me reconduire comme chef d'état-major des armées. Et quand il a mis sur pied son gouvernement, il s'est trouvé que M. Kofi Paul était le ministre de la Défense, et c'est M. Kofi Paul qui m'a demandé de lui fournir le rapport sur la chaîne de commandement des forces armées nationales de Côte d'Ivoire en temps de paix et en temps de crise. Donc c'est à M. Kofi Paul, ministre de la Défense, que j'ai remis ce rapport. Question. Vous rappelez-vous de la date approximativement? Votre réponse. Ça doit être certainement le 19 juin 2011, si je ne me trompe pas. Donc, et fin de citation. Si je ne me trompe pas, fin de citation. Donc, monsieur, c'est le nouveau ministre de la Défense qui vous a demandé de rédiger ce rapport, c'est bien ça? C'est bien ça. Il faut noter qu'il m'avait demandé un certain nombre de documents aussi. Il m'avait demandé un certain nombre de documents. J'ai lui fait des rapports sur d'autres points. Et il m'a demandé celui-là sur la chaîne de commandement. Alors, la date que vous avez donnée là, juin 2011, 19 juin 2011, ne semble pas être la bonne. Est-ce que ce ne serait pas plutôt en 2013 que vous avez rendu ce rapport? Oui, je me suis aperçu que ce n'est pas la bonne, puisque j'ai été nommé en mai 2012. Mais je crois que ça doit être bien avant que je ne parte à Libreville, je crois. Alors, je vais vous lire votre déclaration antérieure. Le numéro est CIV OTP 0051 0556, page 0565, ligne 329 à 335. Et c'est l'intervieweur 1 qui vous pose la question. Je cite. Ce rapport devant vous est-ce que vous pouvez confirmer quand vous avez fait ce rapport aux autorités ivoiriennes? Personne entendu, c'est-à-dire vous-même. Je l'ai fait le 19 juin. Intervieweur 1, le 19 juin 2013. Personne entendu, 2013. Intervieweur 1, c'est correct? D'accord. OK. Donc, et ça, c'est noté sous l'indicatif CIV-OTP 335 0047 01 13. Ah, pardon, je viens d'intégrer la ligne dans le numéro. Je répète. Donc, et ça, c'est noté sous l'indicatif CIV-OTP 0047 01 13. Alors, c'est pour comprendre. Vous auriez rendu en juin 2013 un rapport que l'on vous a demandé en avril 2011. C'est ça? Alors là-dessus, sur la date, je ne me retrouve pas. Malheureusement, le rapport lui-même n'est pas daté, je crois. Donc, je ne me retrouve pas. Mais c'est un rapport que j'ai dû faire peut-être avant ou après que je sois parti, mais je n'ai pas de date précise là-dessus. J'étais même surpris de le trouver ici, ce rapport. Lors de la réunion dont vous parliez,
avec le ministre de la Défense, est-ce qu'il ou est-ce que quelqu'un d'autre vous a donné des instructions sur le contenu du rapport? Non, personne d'autre. C'était le ministre qui m'a instruit, sinon personne d'autre. Est-ce qu'on vous a indiqué, à l'époque, quelle serait l'utilisation de ce rapport? Non, pas du tout. Quand il est venu aux affaires, il m'a demandé quand même un certain nombre de renseignements sur les structures militaires. Et donc, quand il me demande un rapport sur la chaîne de commandement, moi, j'avais pensé que ça allait avoir un lien avec les mutations d'officiers. C'est à ça que j'ai pensé. Sinon, moi, je l'ai fait à sa demande sans arrière-pensée. Est-ce qu'on vous a informé qu'il serait transmis ce rapport au bureau du procureur de la Cour pénale internationale? Pas du tout. C'est pour ça que je dis que j'ai été surpris de le retrouver ici. Alors, je vais vous lire un extrait de vos déclarations antérieures de 2013. Le numéro est CIVOTP 0051 0697, page 0709, ligne 404 433. 404 à 433. Et je cite. Could you please repeat the page? La greffière d'audience, pourriez-vous répéter la référence ERN, s'il vous plaît? Les pages. Page 0709, ligne 404 à 433. Alors je cite. Intervieweur 2. Très bien. Et également, demain, à un certain moment, il va falloir revenir sur les circonstances qui vous ont amené à écrire le document dont on a fait référence aujourd'hui, ou surtout en première partie de notre rencontre aujourd'hui, le document dont les derniers chiffres sont le 0047 0113, le document que vous avez remis, c'est-à-dire que donc on sait que vous avez remis aux autorités ivoiriennes le 19 juin 2013. Il va falloir également expliquer, revenir sur les circonstances dans lesquelles ce document a été écrit. Le pourquoi et les circonstances dans lesquelles il a été expédié donc du Gabon à ce qui est les autorités ivoiriennes. Intervieweur 1, le dernier rapport. Intervieweur 2, le dernier rapport. Intervieweur 1, que vous avez fait aux autorités ivoiriennes. Personne entendu, c'est simple. Intervieweur 1, ou également, vous pouvez répondre maintenant si vous voulez. Personne entendu, oui, non, mais c'est simple. Le président de la République était au Gabon dans le cadre du New York Forum Africa, et il avait été aussi invité pour être le parrain de la 12e promotion des élèves officiers de l'école d'état-major. Et dans les visites qu'il recevait, il y avait Madame Bensouda, qui a été invitée pour, je crois, le forum, et qui devait être reçue par le président. Intervieweur 2. Mais est-ce que vous savez si elle a été reçue, Madame Bensouda?
à votre connaissance? Personne entendu. Je l'ai vu venir. Intervieweur 2. Vous l'avez vu venir, mais est-ce que vous savez si elle a rencontré le président? Personne entendu. Mais je n'ai pas participé, je ne sais si elle y est rentrée. Si elle n'est pas rentrée. Mais elle avait été annoncée, voilà. Intervieweur 2, d'accord. Personne entendu. Et c'est à l'issue que le ministre de la Défense m'a demandé de faire un rapport sur la chaîne de commandement. Donc j'ai fait le rapport sur la chaîne de commandement, que j'ai tapé moi-même. Ça doit peut-être être même mal tapé. Et je l'ai mis sous pli pour le remettre au ministre de la Défense. Fin de citation. Vous vous souvenez avoir dit cela aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui, je me retrouve, oui. Effectivement. Alors, pardon, je vous pose ma question. Donc, c'est à la suite d'une rencontre entre Alassane Ouattara et Fatou Bensouda au Gabon que l'on vous aurait demandé de rédiger le rapport? Non. Madame Bensouda était au Gabon. Mais je gérais aussi les rendez-vous. Quand le président arrive, il y a un certain nombre de rendez-vous. Et l'ambassadeur est informé. Elle avait été annoncée, mais je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue venir. Donc, je ne peux pas affirmer qu'elle a été reçue. Mais je sais que le ministre Kofi était avec le président. Et il m'a demandé de fournir le rapport. Donc, le rapport, je l'ai fait, mais je ne lui ai pas remis le rapport le même jour. Il a fallu que je me déplace à Abidjan pour le lui porter en main propre. Voilà ce qui s'est passé. Sinon, Mme Bensouda y était. Elle était invitée aussi au New York Forum Africa. Le président Alassane était venu pour des événements, pour le New York Forum Africa. Et il était parrain de la 12e promotion des élèves de l'école d'état-major de Libreville. Voilà. Mme Bensouda, je l'ai vue, mais elle n'a pas été reçue. Quand le président reçoit, je suis toujours au salon. Lui, quand il arrive, il a, disons, un lieu où il reçoit. Mais l'ambassadeur est tenu d'être là. Et j'étais là, mais je ne l'ai pas vu entrer. C'est ce que j'explique. Alors, qu'on comprenne bien. Aujourd'hui, vous dites qu'elle n'est pas venue, enfin qu'elle n'a pas rencontré Alassane Ouattara, c'est ça? C'est bien ça. Alors qu'il semble ressortir de votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur que je viens de lire, vous disiez par exemple ligne 428, elle avait été annoncée. Et vous ajoutez 430, ligne 430, et c'est à l'issue que le ministre de la Défense m'a demandé de faire un rapport sur la chaîne de commandement. Donc, à l'époque, vous sembliez dire qu'elle était venue. Non. Qu'elle était annoncée, mais n'a pas été reçue. C'est bien ce que je précise. Bon. Au moment de rédiger ce rapport dont nous parlons, aviez-vous lu, ou étiez-vous en train de lire, les documents rédigés par le bureau du procureur de la CPI détaillant de cette affaire, de l'affaire procureur contre Laurent Gbagbo, et en particulier les documents qui détaillaient les allégations du procureur contre Laurent Gbagbo? De quel document vous parlez? Je ne vois pas les documents. Alors, je vais reformuler ma question. Au moment de rédiger votre rapport, celui dont nous parlons en ce moment, aviez-vous lu ou étiez-vous en train de lire des documents, et si oui, on viendra sur quels documents, qui concernent ou qui concernaient cette affaire-ci, cette affaire devant la CPI? Notamment ce qu'on appelle le document contenant les charges, le DCC. Mais Non. ça peut être d'autres documents aussi.
J'ai jamais vu ces documents. J'ai jamais vu les documents. D'accord. Avez-vous suivi l'audience de confirmation des charges qui s'est déroulée quelques semaines avant la rédaction de votre rapport en février 2013? Oui, j'ai suivi l'audience. J'ai suivi l'audience, oui. Avez-vous été menacé si vous ne rédigiez pas votre rapport? Pourquoi m'être menacé? Personne ne peut me menacer. Personne ne m'a menacé. Non, personne ne m'a menacé. Monsieur le Président, il est plus de 4 heures. Probablement est-ce le bon moment pour suspendre l'audience. Le président, j'allais vous interrompre. Oui, le moment est venu pour lever l'audience aujourd'hui. Et nous nous retrouverons demain à 9h30. Merci beaucoup. L'audience est levée. Veuillez vous lever.